Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Un numéro en deux parties, aujourd'hui consacré à la situation au Mali. Avant de nous rendre à Gao, désormais libéré du joug des djihadistes, on va tout de suite dans l'extrême nord du pays, là où les combats se poursuivent, dans la région très inhospitalière du massif des Iforas. C'est là, à la frontière algérienne, que se sont retranchés les djihadistes et que sont probablement détenus les otages français. Notre envoyé spécial Mathieu Mabin a suivi les commandos parachutistes de la Légion étrangère au cours de leur combat. Et dans cette guerre quasi sans images depuis 2 mois, c'est la première rencontre avec les djihadistes dans le fief d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voici donc ce document exclusif France 24, signé Mathieu Mabin. Adrar des Iforas, vallée de la Mététaï. 2 mois après le début de l'opération française, les parachutistes de la Légion traquent les djihadistes au cœur de leur fief. L'Adrar est grand comme la moitié de la France. Les islamistes ont choisi ce terrain pour livrer leur première vraie bataille. Le sanctuaire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, le voilà. 300. Il est où Lukac? Lukac, tu passes à ma gauche, 600 à ma droite, on va se mettre en ligne et on va ratisser cette zone dans cette direction. 300, 600, en langage légionnaire, c'est la distance de tir. Voilà déjà 12 jours que les parachutistes traquent leur ennemi dans ce décor lunaire écrasé de soleil. Certains djihadistes y sont encore retranchés. Sur la ligne de crête, on décèle justement comme un poste de combat. Il y a quand même une ombre qui fait croire à comme de la présence de quelqu'un. Donc le risque maximum c'est quoi? C'est qu'il y ait quelqu'un avec une Kalachnikov ou un armement quelconque qui nous attende. Et le risque aussi c'est que c'est un risque kamikaze, c'est qu'à l'intérieur un mec désespéré il se fasse sauter sur sa caisse de munitions. Donc les mecs ils sont à flanc et ils ratissent tout. Donc on peut pas passer partout, mais bon on passe un maximum d'endroits quoi. Le capitaine Clément n'a pas 30 ans. Habitué des missions en Afghanistan, il découvre ici un ennemi aux méthodes différentes. Sous les arbres, les légionnaires découvrent des centaines de tunnels comme celui-ci. À l'intérieur, possibilité de mettre la cache, l'armement, tout ce qu'il faut pour vivre et combattre pendant certains jours. C'est caché, c'est indétectable par l'aviation. Dans ces conditions, les drones et satellites sont aveugles. En 10 ans de présence, les militants d'AQMI ont transformé le terrain. On tombe sur encore beaucoup de zones vie, qui à chaque fois peuvent abriter 5-6 djihadistes, 5-6 combattants, avec, c'est ça, 2-3 sacs de riz de 25 kg, du sucre, des bouteilles, là elles étaient vides, mais c'est des cavités en fait, des cavités sous les rochers, légèrement creusées, qui peut abriter, ici je pense dans la zone, il y a 200-300 combattants, sans problème. Sur ce terrain, pas moyen d'engager les chars. La traque se mène à pied, par 45 degrés. Les légionnaires ont surnommé cet endroit la planète Mars. Après 2 heures de ratissage, première découverte de la journée. Sous cet épineux, invisible du ciel, cette masse blanche est un produit chimique bien connu des artificiers, du nitrate. On a un kit Explo qui nous permet de dire de suite si c'est du nitrate. On l'a testé, il a réagi de suite au nitrate d'ammonium, donc c'est bien le composant de base de l'explosif pour faire de l'explosif maison. Le nitrate d'ammonium à peine transformé est le composant principal de la ceinture d'explosifs. Il y en a 500 kilos, de quoi armer 70 kamikazes. Les légionnaires viennent de découvrir un site de fabrication de bombes artisanales à ciel ouvert. Là vous avez du mortier chinois de 60 et un mortier belge de 60, deux de 60. Assez d'explosifs pour miner toute la vallée, alors pas question de laisser ça derrière eux. Normalement la meilleure solution ce serait de le dissoudre dans l'eau, de manière à pouvoir l'éparpiller. Étant donné que l'eau ici est plutôt denrée très rare, on va essayer de le dispatcher au maximum sur la zone pour le rendre impur, pour rendre beaucoup plus difficile la fabrication d'explosifs. C'est un peu archaïque comme méthode, mais on n'a pas d'autre choix, on n'a que ça sous la main. Scourf, tu fais bien étaler. Hein. En fait, le but, c'est mélanger du sable avec.
Les kamikazes sont la hantise des soldats. Ce petit appareil est un déclencheur manuel pour ceinture d'explosifs. C'est une poignée de tir. Et plus c'est le moins, poignée électrique. Une boîte fusée. L'interrupteur, ni plus ni moins, pour faire contact. La panoplie complète du kamikaze est toujours la même méthode. L'interrupteur dissimulé dans le creux de la main gauche pendant que la droite fait un signe de salut, puis c'est l'explosion. Cette semaine, dans la vallée voisine, 10 militaires tchadiens y ont laissé la vie. Tout le monde va reculer s'il vous plaît. Distance de sécurité pour tout le monde. Allez, on recule. Dans la bouteille de gaz et un fil électrique avec un détonateur. La découverte ressemble fort à un piège. Mon lieutenant, vous faites passer sur le réseau que je vais faire une intervention, on demande autorisation d'intervenir sur un fil électrique et ce qui semble être un détonateur. Peu 30, tout le monde de 100% à couvert, intervention de Griffon. Avec granit de 30, vous prévenez le médecin, là, sur ordre, il doit être en mesure d'intervenir. Dom, c'est bon, t'as eu l'autorisation pour l'intervention. L'intervention consiste à déplacer la bouteille de gaz à distance, au moyen d'un fil. Bien à l'abri, toute la section retient son souffle. Finalement, pas de piège antidémineur cette fois-ci. Les explosifs retrouvés ce jour-là vont grossir le stock gigantesque déjà ramassé dans la vallée. C'est l'armement qui est encore dans de bonnes conditions de stockage et donc il pourra tout à fait être... C'est prévu que ce soit réintégré auprès de l'armée malienne. Retour à la base de Thessalite pour les parachutistes. Juste à temps pour dire adieu à l'un de leurs camarades tombé lors d'une opération. Le 3e soldat français tué au Mali. Il était caporal. Il avait 26 ans. Dans le désert, les hommes vivent comme des nomades. La logistique n'a jamais été le point fort des Français. Dès l'aube, il faut repartir. Un groupe de djihadistes a été repéré dans la nuit. Et puis les otages français pourraient se trouver là-bas. 9 h du matin, déjà 35 degrés, il faut rejoindre l'objectif avant que le thermomètre ne grimpe à 50. T'as entendu, Goni? Mamba de la Kilo 24. C'est dans... là où il y a la bâche là, de bleu. Les tireurs d'élite ont repéré l'adversaire. Et maintenant, ça tire un peu là-bas. Vous entendez? Allez, on avance. L'adjudant Christian dirige la manœuvre d'approche depuis un piton rocheux. François. Oui. Là, ici. Environ 4 à 5 personnels. 4 à 5 djihadistes retranchés dans les grottes toutes proches. L'hélicoptère d'attaque est la terreur des islamistes, mais aujourd'hui pas de frappe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de frappe, Magellan? Pourquoi est-ce qu'il y a eu de frappe? Parce que peut-être on est dans la zone des otages et c'est ça. Peut-être ça décalait l'action un petit peu plus. Il est bien ce coin ici. Oui, ici à Kila 52, donc assaut prévu d'ici 5 à 10 minutes. Alpha, donc nous on est à 150 mètres derrière les éléments de Nord 3, donc on a besoin d'intervenir en moins d'une minute sur Nord 3. Ouais, Alpha, Nord 8 au contact. Mais l'opération ne se déroule pas comme prévu. Là-bas, les djihadistes ont recommencé à tirer, et c'est un groupe de légionnaires plus proche qui monte à l'assaut. L'échange de tirs est bref. En quelques secondes, les 5 islamistes sont réduits au silence. On a encore un barbu là-bas. Derrière là. Sous les cadavres, du mouvement. En fait, de barbu, il s'agit d'un gamin prostré. Pour ne pas l'effrayer, le sergent dépose son arme. Entendez bien, ok? Moi, copain, d'accord? Toi, tu vas te lever 2 mains, comme ça, ok?
Vas-y, doucement. Allez, viens. Écartez le dispositif, on sait jamais. Le risque est réel. Le jeune djihadiste pourrait porter une ceinture d'explosifs. D'ailleurs, sa main gauche est invisible. Écarte. En réalité, il est blessé. Voilà. Stop, bouge plus. Prends vêtement, lève. Bouge plus. Stop. Vêtement, Clovis. Écarte, retire. Allez, enlève. Ok. Pose ici. Voilà. Pantalon. Enlève. Ok, c'est bon, remets-le. L'enfant ne porte rien, la tension retombe. C'est bon, sors. Allez, viens. Viens avec moi. T'assois ici, Lolo. Voilà, merci. Chaque faille peut dissimuler un tireur embusqué. Il faut inspecter chaque recoin. Les djihadistes attendaient les Français ici depuis des jours, à court de vivres et d'eau. Oui, mais. On confirme le compte rendu, 4 personnels détruits et un prisonnier. 4 djihadistes abattus et un gamin, prisonnier. Ok, merci. Tiens, c'est de l'eau. Il y a quelques minutes à peine, les 2 combattants se tiraient dessus. À présent, ils font connaissance. Comment t'appelles? Hein? Abdourahman. Sébastien. Okay. Faut pas pam, ok? Quoi? Ah, tu veux partir? Après, tranquille. Une balle a traversé son bras gauche, mais la blessure est sans gravité. L'enfant a surtout besoin de manger. Le gamin ne verra pas les légionnaires enterrer les corps de ses camarades. La procédure est stricte. Un empierrement sommaire et une localisation par GPS. Les coordonnées seront transmises aux autorités maliennes. Ta famille est là-bas, au Soudan? Famille. Papa, maman, là-bas? Papa, maman? Papa, maman. Là-bas? L'enfant parle quelques mots de français. Il jure qu'il n'était qu'un gardien de vache, enlevé par ceux qu'il appelle des moudjahidines. Ouais. Ah, qui t'a emmené comme ça? Il t'a capturé? Il t'a emprisonné? Prison? L'interrogatoire se poursuit en arabe, mené par un légionnaire d'origine nord-africaine. Le jeune combattant était en arrière-garde avec quelques autres, tous noirs comme lui, abandonnés par ses chefs. Il avait 3 Arabes avec lui. Ils l'ont fait, tu restes ici et ils sont partis. Un récit récurrent chez les prisonniers. Les chefs, le plus souvent arabes, ont fui vers l'Algérie toute proche, laissant leurs supplétifs affronter les Français. Qu'est-ce que vous portez là? Rien. Les trophées de guerre. C'est une mitrailleuse. Et les pecs. Il manque les chargeurs. À l'autre, le prisonnier, il est petit. Je pense qu'il marche doucement seul. Tu as quel âge? On a remarqué que certains combattants étaient très jeunes, donc a priori une quinzaine d'années pour les plus jeunes. Ça nous complique la tâche parce que face à un ennemi retranché, les tirs doivent être très précis pour éviter d'engager la vie de ces jeunes hommes qui, pour la plupart, ont été embrigadés de force. En 14 jours de combat, 3 militaires français sont morts dans les Iforas et près de 150 djihadistes. Mais toujours aucune trace des otages français.
Et avec nous en plateau, on retrouve Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Bonjour Antoine. Vous êtes de retour du Nord Mali. Vous avez donc suivi les troupes françaises dans cette région inhospitalière. Grande, me disiez-vous, comme la moitié de la France ? Oui, grande comme la moitié de la France, même si cette portion du terrain à laquelle se sont attaqués les parachutistes français ne fait pas la moitié de la France. Il s'agit d'une vallée qu'on nomme la vallée de l'Amététaï, parce qu'il fallait lui donner un nom. C'est le nom de l'Oued qui passe par là, et qui avait été identifié par le renseignement français, notamment le renseignement aérien, comme étant le fief, le donjon, comme disent les militaires là-bas, d'Aqmi, dans cette région du Mali. On évoque des djihadistes redoutables et on est frappé par cette découverte de ce jeune garçon qui survit à cet accrochage et qu'on découvre adolescent. Oui, absolument. L'une des grandes surprises, c'est l'une des grandes surprises qui a frappé les journalistes qui ont évolué sur le territoire malien ces 2 derniers mois. C'est effectivement le décalage entre cette poignée de djihadistes convaincus, de cadres d'Aqmi, issus du GSPC algérien, issus des grands groupes terroristes de la région, et qui finalement n'avaient comme mission principale que de recruter des supplétifs sur le sol malien. Et aujourd'hui, on se rend compte que les chefs sont partis, les chefs d'origine arabe, algériens, tunisiens, libyens, pour certains d'entre eux, ont tous pris la fuite, sont rentrés dans leur pays d'origine ou ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière algérienne, et laissent derrière eux ces troupes supplétives, ces combattants noirs. Mais qu'est-ce qui les motive encore, alors, ces troupes-là, si les cadres sont partis ? Alors déjà, ils sont sur le terrain, livrés à eux-mêmes, dans les positions de combat dans lesquelles leurs chefs les ont laissés. Ils n'ont plus tellement le choix que celui de se battre, puisqu'ils portent des armes. Ils sont identifiés comme étant l'ennemi. Il y a beaucoup de prisonniers. Il y a des combattants qui cherchent à cesser le combat quand c'est possible. Alors vous parliez des prisonniers, on va parler aussi des otages. C'est dans cette région qu'on voit derrière vous que sont sans doute détenus les otages français. On imagine les conditions épouvantables dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Absolument épouvantables. On le voit, je pense, assez distinctement dans le reportage. C'est très probablement la région la plus inhospitalière qui m'ait été donnée de traverser. La planète Mars. 2 heures sans eau sous le soleil de midi, c'est la mort assurée. On imagine les conditions de détention des otages. Aujourd'hui, les militaires, en tout cas ceux à qui j'ai parlé, pensent plutôt que les otages sont toujours dans cette région des Iphoras. Il y a effectivement d'autres hypothèses. Ils peuvent avoir été transportés en Libye ou dans les pays frontaliers. Aujourd'hui, l'hypothèse la mieux explorée est vraiment celle selon laquelle les otages se trouveraient dans ces Iphoras. Et on le voit dans le reportage encore une fois, ils s'attendent à tomber sur eux d'un moment à l'autre au fond d'une grotte. Merci Mathieu Mabin, de retour du Nord Mali. Restez avec nous juste après le journal. On se retrouve pour la suite de Reporter spécial Mali avec un document, cette fois sur le retour à la vie normale à Gao, tourné par notre envoyé spécial Roméo Langlois. C'est dans une dizaine de minutes.